Nous reprenons nos travaux en recevant M. Ibrahim Boudarba, professeur agrégé à l'Université de Montréal et spécialiste en intégration des immigrants au marché du travail. Vous disposez d'une période de 10 minutes pour faire votre exposé et par la suite, il va y avoir des échanges avec les parlementaires. Allez-y. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers députés, personnes présentes, bonjour. Je suis très honoré de votre invitation à participer aux audiences de cette commission et ça me fera un grand plaisir d'échanger avec vous sur la question d'intégration des immigrants au marché du travail. Mon nom est Ibrahim Boudarba, je suis professeur à l'Université de Montréal, je suis moi-même immigrant. Je considère que j'ai bien réussi mon intégration économique au Québec et je suis maghrébin de plus. Et plusieurs autres immigrants ont réussi leur intégration, bien sûr. Malheureusement, pour d'autres immigrants, cette intégration est difficile, voire dans certains cas impossible. Selon les immigrants eux-mêmes, la plus grande difficulté rencontrée à l'arrivée au Québec et au Canada en général, c'est trouver un emploi approprié, c'est-à-dire un emploi au niveau des compétences des immigrants. L'intégration dans le marché du travail est un problème complexe. Elle n'est pas propre au Québec, mais il concerne le reste du Canada et pratiquement tous les pays qui reçoivent des immigrants. Il serait utopique de penser que la solution se trouve au bout des doigts. Mais je suis content de constater que le ministère de l'Immigration fait de l'intégration des immigrants un enjeu important dans sa nouvelle politique. La contribution des immigrants au développement économique de leur société et d'accueil passe définitivement par le marché du travail. L'investissement dans cette intégration est très rentable pour la société d'accueil. Il faut constater aussi que les immigrants constituent un groupe très hétérogène. On parle d'immigrants, mais les immigrants, ils proviennent de différentes origines. Ils arrivent à des âges différents. Ils ont des diplômes différents. Ils ont des connaissances linguistiques différentes. Certains s'intègrent facilement. Ils n'ont pas besoin d'assistance. Et d'autres peinent à intégrer le marché du travail. Et c'est ces personnes-là qu'il faut cibler. Alors, je vais évoquer quelques points que je pense très intéressants à faire valoir pour bien comprendre la question. Je vais commencer dans un premier point à parler des pays d'origine, la structure des pays d'origine des immigrants. Première constatation, le Québec présente un flux migratoire beaucoup plus diversifié que ce qu'on retrouve dans le reste du Canada. Il s'agit d'un modèle unique que je pense doit être préservé. Par exemple, 3 immigrants sur 4 arrivés récemment en Colombie-Britannique sont nés en Asie. Alors qu'au Québec, on voit une répartition, 24% sont nés en Asie, 32% en Afrique, 25% en Amérique, sauf les États-Unis, puis le reste en Europe. D'ailleurs, c'est au Québec qu'on retrouve la plus grande proportion d'immigrants provenant d'Europe parmi les plus récents. Il faut constater aussi qu'une immigration de masse et peu diversifiée, comme en Colombie-Britannique, peut avoir des conséquences négatives sur les connaissances linguistiques des immigrants. Par exemple, en Colombie-Britannique, 13% des travailleurs immigrants qui travaillent utilisent le plus souvent une langue qui n'est pas une langue officielle. Donc, ils n'utilisent ni l'anglais ni le français. Et 21% des nouveaux immigrants n'utilisent ni l'anglais ni le français dans leur travail. Donc, plus l'immigration est concentrée dans un groupe ethnique, moins les immigrants vont avoir tendance à utiliser la langue de la société d'accueil. Au Québec, le pourcentage des immigrants qui utilisent aucune langue officielle est de seulement 5%. Comme le Québec cherche à préserver son caractère francophone, il doit nécessairement préserver la diversité de son flux migratoire. Deuxième point, la scolarité des immigrants. Comme on le sait, les immigrants sont de plus en plus scolarisés. Plus de la moitié des nouveaux arrivants a un diplôme universitaire, mais les immigrants reçoivent un faible retour sur leur scolarité à cause de la non-reconnaissance de leurs acquis étrangers. Et je dois préciser ici certains acquis étrangers. Ce ne sont pas tous les acquis étrangers qui ne sont pas reconnus, mais certains seulement. Et ceci se manifeste dans des taux de chômage et des niveaux de surqualification plus élevés chez les immigrants que chez les non-immigrants. Selon une étude récente de Statistique Canada publiée en 2014, 43% des femmes immigrantes et 35% des hommes immigrants qui ont un diplôme universitaire occupent des professions, se trouvent dans des professions qui exigent un diplôme des études secondaires. Mais ce n'est pas un problème qui est propre aux immigrants seulement. On le trouve aussi chez les non-immigrants, qui sont entre 15 et 20% occupés aussi des emplois qui exigent un diplôme secondaire, alors qu'ils ont fait des études universitaires. La question ici, le problème, est-ce que c'est dans l'origine de la personne ou l'origine de son diplôme?
on sait que les immigrants formés au Canada, peu importe leur origine, ont tendance à se comporter mieux sur le marché du travail que leurs compatriotes qui ont des diplômes étrangers. Donc déjà, le fait d'avoir une formation ici ou acquérir des compétences au Canada, au Québec, améliore les chances d'intégration. Ce n'est pas au même niveau que les personnes qui sont nées au Canada, au Québec, mais au moins ça améliore leurs chances d'intégrer le marché du travail. Il y a des études qui ont utilisé la méthode de testing qui consiste à envoyer des CV fictifs à de vraies offres d'emploi pour tester l'impact, par exemple, d'un nom à consonance étrangère sur la chance d'être appelé pour une entrevue. Il y a des études qui ont été faites au Québec, mais il y a des études aussi qui ont été faites ailleurs. Que ce soit à Montréal, que ce soit à Toronto, que ce soit à Vancouver, les résultats sont les mêmes. Il y a l'existence des discriminations à l'embauche. Ce n'est pas propre au Québec, mais on trouve ça aussi ailleurs. Mais on a constaté que plus l'immigrant accumule de l'expérience ici, moins important devient son origine ou l'origine de son diplôme. D'où l'importance pour les immigrants d'acquérir rapidement d'expérience au Québec. D'ailleurs, de l'avis des immigrants eux-mêmes, le plus grand obstacle à l'obtention d'un emploi, c'est le manque d'expérience canadienne et québécoise. D'où l'importance des programmes PRIME qui trouvent toute sa justification dans ce cas-là. On se demande quand même si le comportement des employeurs vis-à-vis de certains diplômes étrangers est fondé ou non. Est-ce que c'est la discrimination ou il y a des justificatifs qui font qu'ils ont moins tendance à recruter certaines personnes que d'autres? Alors, un chercheur ontarien qui a fait cette étude à Montréal, Vancouver et Toronto a recontacté 300 employeurs pour avoir un aperçu des explications de leur discrimination basée sur la consonance du nom. Alors, les recruteurs ont surtout mentionné qu'ils croient que la consonance du nom était un bon indicateur des compétences linguistiques. Donc, dès que vous avez un nom, on pense que vous n'êtes pas bon en français ou en anglais. Mais certains ont aussi expliqué que cette discrimination était par de mauvaises expériences passées avec des membres de certains groupes ethniques. Tandis que d'autres ont évoqué la difficulté d'évaluer correctement les qualifications étrangères des immigrants parce que les systèmes éducatifs étrangers sont très variés, sont différents, des qualités différentes, etc. Donc, les employeurs ne se retrouvent pas facilement devant l'évaluation des qualifications étrangères. Toutefois, ceci ne devrait pas empêcher que les employeurs du Québec doivent faire preuve de plus d'ouverture à l'égard des immigrants. Le gouvernement devrait nécessairement discuter avec les représentants des employeurs de cette situation afin de dégager les meilleures pratiques, de même à éliminer les freins, qu'ils soient fondés ou non, à l'emploi des immigrants. Nonobstant ces freins, nous pensons qu'il serait très important de continuer d'insister sur l'éducation dans les grilles de sélection, et j'ai énuméré 3 raisons. Premièrement, l'éducation a un impact positif sur l'intégration des immigrants malgré les difficultés. Les immigrants qui sont scolarisés s'intègrent mieux que les immigrants non scolarisés. D'autre part, on reconnaît plusieurs externalités positives à l'éducation. Il faut les avoir. Enfin, la scolarité des parents est un déterminant des plus importants de la scolarité des enfants. Par conséquent, les enfants des immigrants ont beaucoup de chances d'avoir un niveau de scolarité élevé comme leurs parents. Donc, il y a des gains à long terme pour la société d'accueil. Troisième point, participation au marché du travail. Des études qui ont été faites, moi-même j'ai fait des calculs, j'ai produit des statistiques qui montrent un faible taux de participation au marché du travail chez les femmes immigrantes. Donc, il présente un taux de participation au marché du travail qui est 5 points de pourcentage inférieur au taux de participation au marché du travail chez les femmes non immigrantes, malgré le fait que les immigrantes sont en moyenne plus scolarisées que les non-immigrantes. Mais attention, il y a de grands écarts entre les groupes d'immigrants selon leur pays d'origine. Et généralement, quand dans le pays d'origine, le taux d'activité des femmes est élevé, il est élevé aussi et l'inverse. Quatrième point, la sélection. Les politiques d'immigration au Québec et au Canada cherchent constamment à améliorer la qualité du flux migratoire. Et bien sûr, ils le font à travers les grilles de sélection. Toutefois, il faut noter, comme Madame la ministre l'a dit tout à l'heure, la portée de la sélection, de la grille de sélection est limitée. C'est vrai qu'au Québec, il y avait des efforts qui ont été faits pour augmenter la part de l'immigration économique qui est rendue à peu près à 70%. C'est 10 points de pourcentage que dans l'ensemble du Canada. Mais il faut noter qu'en fin de compte, il y a seulement un immigrant sur 5 ou sur 4 qui est directement sélectionné par les grilles de sélection. Donc le gouvernement ne peut pas contrôler le profil de tous les immigrants. Donc il y a des immigrants qu'on peut sélectionner directement, mais il y a d'autres qui viennent avec les immigrants, les parents, les réfugiés, les enfants, etc. Il n'y a pas de contrôle direct sur le profil de ces problèmes. Et d'ailleurs, les problèmes d'intégration dans le marché du travail sont plus importants pour les personnes non sélectionnées que pour les personnes qui sont directement sélectionnées.
La régionalisation de l'immigration, on en parle beaucoup. Il y a une forte concentration des immigrants dans la région métropolitaine de Montréal, 87%, soit 2 fois le taux chez les non-immigrants. Et cette concentration est encore plus importante chez les Nord-Africains et les Asiatiques, qui sont entre 91 et 92% à vivre à Montréal. Et, donc, c'est beaucoup plus que le reste des immigrants. La régionalisation de l'immigration est un autre défi de taille pour le Québec, c'est sûr, mais l'économie et la qualité de vie dans la région doivent suivre aussi. S'il vous plaît. Okay. Alors, mais est-ce qu'il y a des emplois dans la région? La réponse est oui, parce que 46% des non-immigrants qui ont un diplôme universitaire travaillent à l'extérieur de Montréal. Dernier point, pour finir, on parle de l'attraction et la rétention des immigrants. Alors, on parle beaucoup de la concurrence accrue entre les pays développés pour attirer les talents. La situation sur le marché du travail est bien sûr un facteur qui attire les immigrants, mais ce n'est pas le seul. Et vous allez vous étonner si vous pensez que ce n'est pas vraiment le premier facteur qui attire les immigrants au Québec, au Canada. Ce n'est pas le marché du travail, mais plutôt la qualité de vie. Merci. Nous allons entreprendre les discussions avec Mme la ministre dans un premier temps. Vous pourrez préciser certains points. Allez-y, Mme la ministre. Merci beaucoup, M. Boudarbad. Vous êtes un grande inspiration pour le ministère de l'Immigration. Je sais que vous travaillez beaucoup avec le ministère depuis longtemps et on se fie beaucoup à votre travail, vos études. Vous nous faites avancer. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre contribution à ce magnifique chantier de travail et chantier très humain d'activité. Évidemment, l'immigration, je pense que vous travaillez si fort parce que vous voyez évidemment le potentiel de contribution au développement du Québec à tout égard, économique, social, culturel. Vous étiez juste à la fin, là, alors que vous étiez en train de finir, vous étiez sur quelque chose d'intéressant par rapport à qu'est-ce qui attire l'immigrant au Québec. Donc, le marché du travail, oui, mais la qualité de vie. Et j'aimerais tout de suite peut-être vous amener ça parce que, évidemment, vos données sur tout le reste est très important, mais évidemment, en partie, donc, cet exercice, cette consultation en commission parlementaire pour une nouvelle politique en immigration, mais l'aspect diversité, inclusion est extrêmement important parce que les milieux attrayants, inclusifs, sont aussi des milieux très compétitifs parce qu'ils vont attirer des gens. Il y a beaucoup d'études sur les villes de diversité. Les villes qui célèbrent la diversité sont des villes qui attirent évidemment des gens qui sont très mobiles, des gens qui peuvent s'installer là où n'importe où finalement dans les grandes villes. Et on a vu d'ailleurs, il y avait tout récemment un bulletin des villes les plus sécuritaires. Souvent, on voit des bulletins sur les grandes villes les plus intéressantes. Montréal, Toronto figuraient sur cette liste. Donc, peut-être aller là-dessus parce que ça nous amène aussi à parler de l'exclusion et de l'inclusion. Donc, les entreprises, le rôle des entreprises, on aura la Chambre de commerce de Montréal après vous, puis ce sera l'occasion aussi de leur parler de ces stratégies, comment faire en sorte, une fois qu'on a sélectionné ces gens avec des profils divers, qui parlent français, qui sont francophones, un bassin important de personnes qui parlent français, mais ne réussissent pas à intégrer. Donc, j'aimerais aller sur le milieu de vie comme un point d'attraction aussi et l'importance, si vous partagez donc notre point de vue, l'importance de travailler sur ça par des stratégies peut-être innovatrices ou des meilleures pratiques dans d'autres villes. Si vous êtes d'accord avec nos orientations, mais si vous pouvez amener d'autres éléments pour nous amener plus loin. Alors, j'en profite pour terminer le point sur l'attraction et la rétention. C'est sûr que les immigrants mentionnent souvent comme motif d'immigration principal le désir d'améliorer leur qualité de vie générale, que ce soit pour eux, que ce soit pour leurs enfants et leur famille en général. Donc la famille entre en jeu beaucoup dans la décision d'arriver. D'ailleurs, à titre d'information, une étude qui a été faite par Statistique Canada auprès des nouveaux arrivants qui sont arrivés il y a 2 ans seulement, 84% de la composante économique considèrent que leur qualité de vie était meilleure au Canada que dans leur pays d'origine, alors que seulement 35% qui considèrent que leur niveau matériel était meilleur ici qu'au Canada.
Et malgré ça, plus de 80% des immigrants étaient d'avis de s'installer de façon permanente au Canada. Donc, ils choisissent de s'installer de façon permanente basée sur la qualité de vie et non pas nécessairement sur le niveau matériel ou sur le revenu qu'ils vont gagner. Alors, parmi les raisons d'établissement qu'il faut aller peut-être favoriser pour permettre l'attraction des immigrants, mais leur rétention aussi, il y a la qualité de vie à 55% qui évoque ça, un meilleur avenir pour la famille, la paix qui règne dans le pays, donc ils veulent la paix aussi, ils cherchent ça. L'accès à l'éducation, l'accès au système de santé, mais il y a aussi les libertés politiques et religieuses. Je pense que ça fait aussi parmi... Oui, liberté politiques et religieuses. Donc ça fait aussi parmi les facteurs importants que cherchent les immigrants lorsqu'ils décident de s'installer dans un pays. Et je pense que le Québec offre pas mal d'avantages à ce niveau-là. Et moi, je n'ai pas d'inquiétude particulière quant à l'attractivité du Québec dans l'avenir. Mais si on arrive à améliorer davantage la situation sur le marché du travail, ça va être encore beaucoup plus attractif. Mais parce que c'est vraiment votre spécialité, parce que vous avez des analyses, puis j'aimerais aussi qu'on parle des femmes. Vous avez vos chiffres nous amènent à avoir une préoccupation de peut-être mieux accompagner aussi les femmes. Mais regardons les stratégies, parce que vous avez quand même un point de vue très basé sur des études que vous avez faites. Donc, PRIME, le programme PRIME, ceux qui en ont parlé, le programme qui a été créé en 2005, reçoit beaucoup d'approbation, que c'est une très bonne façon, une subvention salariale pour ceux qui nous écoutent. Taux de rétention élevé, 83%. J'ai déjà vu une étude que vous avez qu'il faudrait l'allonger, la période de cette subvention salariale, dans la mesure où on peut. Mais je vous dirais que, parce que c'est Emploi Québec quand même qui gère ce programme, c'est encore considéré comme un programme phare. Et peut-être vous pourriez en parler, et d'autres stratégies, que ce soit des programmes de mentorat, des programmes de stage, des programmes d'accompagnement. Toutes ces idées-là que vous avez vues, peut-être des études, lesquelles peuvent nous aider les entreprises aussi. Gestion de la diversité, peut-être aussi des programmes dans ce sens. Ce qui est certain, c'est que les interventions, que ce soit de la part du gouvernement ou des associations qui travaillent auprès des immigrants, sont généralement des interventions coûteuses et à portée limitée. Donc le nombre d'immigrants qui profitent de ces programmes-là sont généralement très faibles par rapport au nombre total d'immigrants qu'on reçoit chaque année. Donc moi, je ne suis pas pour des interventions de ce genre-là de façon continue. C'est plus par des mécanismes qui permettent aux immigrants de transiter de façon fluide vers l'emploi plutôt que de les assister tout le temps. Et dans ce cas-là, le rôle des employeurs serait très, très, très important. Une chose importante aussi, c'est que... Fluide, c'est-à-dire à l'arrivée, Emploi Québec. Oui, c'est ça. Donc, il faut que l'immigrant, il arrive, il sait quoi faire. Avant même, oui. C'est ça, ou avant même. Dit ma collègue, avant. Exact. Il faut même qu'il sache quoi faire, puis il va s'engager dans un processus au lieu d'arriver, puis il ne sait pas où s'orienter, et ainsi de suite. Et puis, un des problèmes, une des constatations que j'ai faites, je discute beaucoup avec des immigrants qui me contactent des fois même s'ils ne me connaissent pas, ils pensent que je pourrais les aider à trouver de l'emploi. Mais beaucoup d'immigrants, ils ne comprennent pas pourquoi on ne les prend pas pour l'emploi. Ils ne savent pas c'est quoi leur problème, c'est quoi le défaut, qu'est-ce qui leur manque. Moi, c'est déjà si on arrive à régler cette situation, juste avoir un processus transparent, que ce soit de la part des employeurs ou tous les gens qui travaillent. Donc, juste avoir un transparent, juste dire à un immigrant, vous avez postulé, je ne vous ai pas accepté, j'ai accepté telle personne à la place, et voilà pourquoi. Voilà ce que l'autre personne a mis sur la table, et vous ne l'avez pas. Et dans ce cas-là, l'immigrant pourrait comprendre parce que sinon, ça laisse de l'espace pour développer des préjugés, penser que les employeurs sont discriminants et ainsi de suite. Mais si un immigrant vous arrive, vous lui dites que vous avez un problème au niveau de la langue, il peut aller se former. Ou votre diplôme, vous avez fait des cours, mais vous n'avez pas fait ces cours-là. Il peut aller les chercher. Donc, il faut lui donner des indications pour combler sa lacune. Alors que moi, la plupart des immigrants à qui je parle, ils ne savent pas pourquoi. On ne les prend pas pour l'emploi. Et donc, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est d'être transparent avec les immigrants, leur dire le marché du travail, voilà ce qu'il exige. Et si vous avez cette exigence-là, vous devrez normalement accéder à l'emploi. Et si vous ne l'avez pas, il ne faut pas trop
il faut modérer vos attentes, si vous voulez. Parce que les immigrants, ils arrivent avec des attentes très élevées. Moi, j'étais dans mon pays, j'étais directeur, j'étais cadre, j'étais professionnel, j'ai 20 ans d'expérience, il faut que je continue ma carrière. Arrivé au Québec, il a toujours l'impression qu'il doit refaire à zéro. On ne reconnaît pas nécessairement l'expérience étrangère. On ne comprend pas ce qu'il a étudié exactement. Il faut juste lui dire c'est quoi le problème et quoi faire pour combler ces lacunes. J'aimerais aller sur les femmes immigrantes et les défis, puis comment mieux les accompagner, mais aussi parce que très qualifiées, je rencontre ces femmes, surtout, je rencontre beaucoup de femmes maghrébines qui sont très scolarisées, très compétentes, beaucoup de volonté. Mais j'aimerais aussi vous amener sur la déclaration d'intérêt pour voir si vous pensez que ce système pourrait être intéressant pour justement faire un arrimage plus ponctuel, plus rapide et fluide. Alors, pour les femmes, qu'est-ce que vous voyez dans vos études qui sont les problématiques Alors, la problématique les femmes sont en gros beaucoup plus hétérogènes que les hommes. Donc, les hommes sont généralement portés naturellement sur le marché du travail, alors que les femmes ne le sont pas, dépendant de leur origine ethnique, l'origine, pays d'origine. Et d'ailleurs, pour l'étude qu'on a faite pour le ministère, on a constaté que le taux d'emploi, le taux de participation au marché du travail, donc la volonté de travailler, dépendait aussi de ce qui se passe dans le pays d'origine. Par exemple, les femmes qui proviennent du monde arabe, où le taux de participation des femmes au marché du travail est faible, c'est le plus faible dans le monde presque, avaient aussi des taux de participation qui sont faibles ici au Québec aussi. Donc, il y a des facteurs culturels qui jouent aussi. Et ça, c'est pas seulement au Québec. J'ai vu des études aux États-Unis, c'est la même chose. En Australie, c'est la même chose. Donc, les femmes originaires de certaines régions du monde avaient des comportements similaires partout dans les pays d'immigration. Vous parlez de l'épouse du travailleur qualifié sélectionné ou bien tout simplement des autres catégories? C'est généralement la personne à charge. Oui. C'est ça. Oui, c'est généralement la personne à charge. Au niveau de la sélection, vous avez parlé des déclarations d'intérêt. Ce nouveau système que nous souhaitons implanter, le Canada vient de l'implanter, il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande. On veut s'inspirer du mieux dans ces systèmes, mais bâtir le nôtre. Et cette consultation va nous aider, puis évidemment, tout ce qu'on pourra regarder pendant l'année pour bâtir un système qui nous ressemble. Et ce qu'on entend beaucoup, c'est le désir de participation d'intervenants importants, notamment la Commission des partenaires du travail en amont, là, pour bien identifier les besoins du marché du travail, Emploi Québec évidemment, mais aussi les villes et les villes, généralement, les villes, on peut parler de villes et régions, pour dynamiser ce qu'on appelle la régionalisation de l'immigration. Je trouve cette expression manque de dynamisme parce que c'est comme très abstrait qu'on va amener des gens en région alors que peut-être qu'il n'y a pas d'activité économique concordante avec les qualités des personnes qu'on souhaite amener en région. Donc c'est ça, c'est des recommandations que vous pourriez avoir pour s'assurer justement que les personnes qu'on sélectionne, parce que c'est beaucoup plus rapide. Hein? Je ne sais pas si vous avez regardé comment fonctionne ce système. Essentiellement, déclaration d'intérêt, on regarde le profil et on demande à la personne de soumettre une demande parce que les traitements sont très longs actuellement et le marché du travail a le temps de changer le temps que la personne arrive. Mais je dirais qu'il y a un autre avantage, c'est de mettre les acteurs économiques en action en amont et régionaux. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Je pense que globalement, je considère que c'est une bonne initiative, au moins de réduire le temps entre la présentation de la demande puis l'arrivée de l'immigrant ici, puis aussi d'impliquer les acteurs économiques concernés, etc. Mais j'ai quelques commentaires là-dessus. Donc, le premier commentaire, c'est que, premièrement, je pense que le gouvernement doit garder le contrôle sur l'immigration. Il faut vraiment garder le contrôle. Dans certains pays, on a un peu privatisé l'immigration, donné plus de poids aux employeurs, avec que ce soit les programmes de travailleurs temporaires, etc. Mais je pense que le gouvernement doit quand même, pour éviter les dérapages, etc., garder le contrôle sur ça. La deuxième chose, c'est que peu importe les qualifications qu'on va chercher chez les immigrants, il faut que les employeurs s'ouvrent sur l'immigration. Moi, je pense que si les employeurs s'ouvrent et sont prêts à aider pour l'intégration, ça va certainement être un atout pour l'intégration des immigrants dans le marché du travail parce que les immigrants,
ils ont des immigrants qu'il faut chercher. Il ne faut pas nécessairement qu'ils soient trop spécialisés, parce que trop spécialisés, c'est pas bon non plus. Parce que dans les années 90, le gouvernement fédéral cherchait des gens dans le domaine de l'information, etc., les informaticiens, puis après, le secteur était en problème, puis les gens se retrouvaient en chômage. Donc, il faut plutôt chercher des profils qui sont un peu plus généraux, qui seraient capables de s'adapter facilement par des compléments d'information, de stage pour occuper différentes possibilités d'emploi, plutôt que d'être destinés à des emplois spécifiques. Et il se peut qu'il y ait une crise économique ou le secteur qui marche plus, puis le problème va se poser. Mais c'est intéressant que vous dites ça parce que je dois vous dire qu'honnêtement, la tendance est plus très pointue, bon, on a besoin de ça, puis il y a cette liste de métiers, professions qu'on modifie, puis on ajuste la grille de sélection selon le profil avec les perspectives d'emploi. Mais l'immigration sélectionnée au Québec a toujours eu les deux. Hein? Donc, ceux qui sont tout simplement scolarisés parce qu'ils réussissent très bien à long terme. Les chiffres que vous avez montrés sur 10 ans ou que le député de Bordua a souligné, justement, démontrent qu'à long terme, mais beaucoup de ces gens-là, c'est parce qu'ils sont scolarisés et leurs enfants réussissent bien. Donc, ce que vous recommandez, c'est d'être équilibré dans l'approche. Oui, tout à fait. De maintenir notre vision d'équilibre. Exactement. Et l'autre chose aussi qu'il faut pas oublier, c'est qu'on parle beaucoup des immigrants, on ne parle pas des non-immigrants. Hein, on ne parle pas beaucoup des non-immigrants. Et ces non-immigrants, ils font beaucoup de concurrence aux immigrants. Parce que le Québec, les collèges et universités québécoises, ils délivrent à peu près, je pense, 130 000 diplômes par année. Et on en reçoit des immigrants qui ont les mêmes diplômes à peu près, c'est pas 25, 24 000. Donc il y a beaucoup d'arrivées qui arrivent sur le marché du travail qui sont formés par notre système. Et ces gens-là, ils ont un avantage par rapport aux immigrants. Et deuxième chose qu'il faut, c'est ce qui est important ici, on a un taux de chômage, c'est diplômés universitaires du Québec, qui sont formés au Québec, un taux de chômage de 3-4 %. On se demande si c'est tous qui sont bien employés. Mais non, comme je disais tout à l'heure, il y a entre 15 et 20 % qui occupent des emplois qui exigent au plus un secondaire. Il y a un tiers de tous les diplômés universitaires du Québec qui sont surqualifiés dans leur emploi. Donc, il y a quelque chose qui fait que les non-immigrants arrivent à se débrouiller, à s'intégrer sans que ça apparaisse, je veux dire. Parce qu'on regarde souvent seulement le taux de chômage. Si vous examinez seulement le taux de chômage, d'ailleurs, si vous comparez le Québec avec la Colombie-Britannique, les taux de chômage des immigrants sont très différents. Mais si vous poussez l'analyse un petit peu pour regarder les conditions de travail, dans quelles conditions ces gens-là travaillent, c'est très mauvais en Colombie-Britannique. Finalement, aucune province canadienne ne tire avantage de ces ressources immigrantes. C'est juste que les gens, ils travaillent, ils se débrouillent, ils arrivent, en fin de compte, à accepter n'importe quel emploi. Mais les taux de surqualification et les écarts de revenus sont beaucoup plus importants ailleurs qu'ici. On parle beaucoup des personnes en âge de travailler en chute qui commencent à décroître ici. Et c'est vraiment ça l'enjeu démographique. Le Québec, alors que l'Ontario, le Canada et les États-Unis, c'est-à-dire c'est en croissance. Donc, voyez-vous ça comme une opportunité pour mieux intégrer les immigrants qualifiés? Moi, je pense que, personnellement, moi je suis économiste, donc je crois en quelque sorte en la rationalité des employeurs. Et donc moi je pense que si les employeurs ont besoin de travailleurs, ils vont faire tout pour les trouver. S'il y a des travailleurs qui correspondent pas aux emplois disponibles, ils devraient les former pour combler les postes qui existent. Donc, théoriquement, là, c'est théoriquement, moi je parle, s'il y a une pénurie de main-d'œuvre, s'il y a un manque de main-d'œuvre, les employeurs vont s'activer pour aller chercher cette main-d'œuvre. Soit au niveau des personnes qui sont sur place, il y a déjà beaucoup d'immigrants il y a beaucoup d'immigrants et de non-immigrants qui ne travaillent pas. S'il vous plaît. Donc, moi, comme j'ai dit au début, l'intégration, c'est un problème très complexe. Et il n'y a pas de solution au bout des doigts. Là. Je cède maintenant la parole à Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous. Écoutez, c'est très intéressant. Dans votre mémoire, vous nous proposez d'hausser le volume d'immigration à environ 60 000. Mais non, c'est prochain.
excusez-moi, le prochain. Les prochains. Excusez-moi. Les prochains nous proposent d'hausser le volume d'immigration à 60 000. Mais à la lumière de ce que vous venez de nous dire, en disant que nos universités produisent 130 000 finissants, qu'il y a 25 000 immigrants qui sont là et qui sont prêts à entrer sur le marché du travail, croyez-vous qu'il est juste de vouloir hausser, quand l'on sait, et quand vous nous faites la donnée, que 92 justement de tout ce qui est immigration africaine, finalement, vit à Montréal, donc une très forte concentration. Pour vous, là, ça vous sonne quelle cloche, ça? Est-ce qu'on doit hausser? Est-ce qu'on doit abaisser, s'occuper de ceux qui sont là, arrêter pendant quelques années? Comment vous voyez les choses? Avec la donnée, justement, de dire il y a une compétition à l'immigration. J'ai beaucoup aimé ça, là, cette notion-là. Non, effectivement. D'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de finir ma présentation, mais à la fin, je voulais insister que malgré l'importance qu'on donne à l'immigration pour les questions démographiques, marché du travail, etc., il ne faut pas oublier que la majorité des travailleurs qualifiés sont formés au Québec. D'ailleurs, 87% de tous les Québécois qui ont un diplôme d'études postsecondaires sont formés au Québec. Donc, c'est notre système québécois d'éducation qui est c'est le formateur de nos travailleurs. Et donc, il ne faut pas que l'immigration occulte le fait qu'il faut garder de l'importance. Il faut continuer à investir dans l'éducation, continuer à investir dans les politiques familiales et ainsi de suite. Mais sinon, au niveau du nombre d'immigrants, l'étude qu'on a faite et on a comparé ce qui arrive dans d'autres pays, etc. On a pensé que c'était prudent pour le gouvernement du Québec de ne pas augmenter le nombre, pour l'instant. De maintenir la cible actuelle, 50 000, 55 000, moi, je pense que ça serait raisonnable, le temps de vérifier cette question d'intégration, parce que le fait d'avoir plus d'immigrants, ça augmente la taille de la population, ça augmente l'activité économique, etc., mais niveau de richesse par individu. Parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est pas juste le PIB qui augmente, il faut que le PIB par personne doit augmenter. Et ça, on ne peut pas l'avoir sans que les personnes qui arrivent intègrent le marché du travail et contribuent au développement économique, donc aux finances publiques, utilisent moins de services publics, et ainsi de suite. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit, on pourrait toujours, mais si les immigrants s'intégraient très bien, puis le taux de chômage est faible, les conditions de travail sont bonnes, on peut même aller chercher 100 000 ou 150 000, il n'y a pas de problème. La société d'accueil ne peut qu'en profiter. Mais dans les conditions actuelles, je pense qu'il faut faire un petit peu de travail pour améliorer l'intégration. Et par la suite, chaque immigrant de plus qui s'intègre bien, ça sera un atout de plus pour la société québécoise. Une des solutions à une meilleure intégration, c'est la régionalisation. Comment vous percevez la réussite de la régionalisation? Comment vous percevez ça? C'est quoi votre solution à vous pour s'assurer que cette immigration-là qui entre ou celle qui est déjà là puisse aller en région? Qu'est-ce qu'on peut offrir de plus pour attirer en région? Alors, comme je disais tout à l'heure, premièrement, on est rassuré qu'il y a des emplois en région. 46% des diplômés universitaires du Québec, je crois qu'il y a à peu près des diplômés universitaires, à peu près 1,5 million, quelque chose comme ça, de Québécois qui sont nés au Québec ou au Canada, qui vivent au Québec, qui travaillent à l'extérieur de la région de Montréal, 46%. Donc, c'est seulement 14% des immigrants qui ont un diplôme universitaire. Donc, il y a un problème de forte concentration. Alors, premièrement, un immigrant, on a constaté qu'il va se déplacer seulement. Donc, il arrive en premier à Montréal, il s'installe à Montréal, puis s'il trouve une opportunité intéressante ailleurs, il va déménager. Sauf que même si l'opportunité se pose, il y a toute la question, mes enfants, est-ce qu'ils vont vivre avec moi en région? Est-ce que des gens de ma communauté sont là-bas aussi? Okay, moi, j'ai visité Rimouski, je suis allé jusqu'à Matane, j'ai vu la région, etc. Puis j'ai rencontré des Maghrébins, puis ils se sentaient isolés. Ils se sentaient isolés. Ils disaient, à Montréal, vous êtes chanceux, vous pouvez apprendre à vos enfants la langue l'arabe, où vous avez la nourriture du pays, etc., dès qu'ils se sentent un peu dépaysés dans la région. Donc, il y a des facteurs économiques qu'on peut contrôler, donc on peut offrir des opportunités d'emploi, etc., mais il y a d'autres facteurs
qui sont beaucoup plus importants, qui sont très forts dans la décision des immigrants, que ce serait difficile pour un gouvernement, pour qui que ce soit, de les contrôler. Parce que la décision finale, c'est des migrants. J'ai entendu une proposition, c'est leur faire signer un contrat et les obliger à rester une période. Moi, je suis toujours contre les programmes coercitifs. Ça donne pas des résultats parce que les gens, ils ont toujours une réaction qu'on ne peut pas contrôler, qui vont faire annuler les bénéfices d'une politique gouvernementale. Une des solutions, c'est les étudiants étrangers. Alors, et de faire en sorte de leur donner des incitatifs encore plus forts pour qu'ils puissent demeurer après leur diplomation. Vous qui êtes dans une maison d'enseignement, qui recevez des étudiants étrangers, quelle est votre solution là-dessus? Les étudiants étrangers qui ont un diplôme d'ici, avant de se présenter sur le marché du travail, ils passent par le système éducatif. Donc, ils apprennent, performent. S'ils ont des problèmes de langue, donc c'est le temps de perfectionner leur langue, de connaître la société, de connaître le climat, puis ils n'ont pas encore décidé de rester ou non. Donc, les personnes qui décident de rester, ils sont suffisamment informés sur ce que les attend. C'est pas comme les immigrants qui arrivent directement, puis ils vont sur le marché du travail, puis ils sont étonnés de la situation. Ces gens-là sont bien informés, ils étaient déjà en contact, ils ont beaucoup de programmes comme le mien en relations industrielles, des stages en milieu de travail, sont déjà préparés pour l'entrée dans le marché du travail. Et donc, ces gens-là, en général, s'intègrent très bien dans le marché du travail. D'ailleurs, le programme de l'expérience québécoise est un programme qu'il faut soutenir, etc. Et donc, ça marche très bien. Par contre, la rétention, ça reste problématique. Et la rétention encore, j'ai entendu tout à l'heure M. Desbreuil qui suggérait de donner des tarifs préférenciés, etc. Mais ça ne nous garantit pas que les immigrants vont rester une fois la formation est terminée. Et d'ailleurs, l'exemple, c'est les provinces de l'Est. Donc, les provinces du Maritime, ils attirent beaucoup d'étudiants étrangers, mais les immigrants ne restent pas. Ils ont monté beaucoup de programmes. Ils ont même, dans certaines universités, au Nouveau-Brunswick, je pense, ils vont même augmenter un peu les frais de scolarité, charger les étudiants étrangers, les services d'emploi et d'intégration, etc. Mais la plupart des immigrants ont la tête ailleurs. Donc, ils vont toujours aller dans les grands centres urbains. Et ça, c'est un peu normal. On le voit partout dans le monde. Donc, les immigrants ont tendance à se concentrer dans les grandes villes. C'est ça. On peut s'entendre qu'aller dans une université dans les Maritimes versus venir à Montréal, il y a quand même une différence. Oui, c'est ça. Sur l'attraction. C'est exactement. La solution, peut-être que moi je vois, mais je ne sais pas si elle est réaliste ou non. En Ontario, par exemple, ils ont plus de les immigrants sont plus répartis, mais ils ont plusieurs métropoles aussi. Alors au Québec, on n'a pas de grandes villes. Si on peut avoir de grandes villes, on peut avoir des immigrants qui vont aller là. C'était-tu particulier à Gatineau? C'est ça. On vient de régler. Merci. C'est beau. J'essaie de maintenir la parole à M. le député de Bordua. Merci. Bonjour, M. Boudarmat. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Vous avez abordé tout à l'heure la question de l'intégration des femmes sur le marché du travail. Et dans certains cas, ça représente une difficulté en raison parfois dans les mœurs du pays d'origine, c'est pas la norme que les femmes soient sur le marché du travail. Comment fait-on pour réussir à faciliter l'accès à ces femmes immigrantes au marché du travail québécois? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que l'État doit développer des politiques, des programmes? Il doit y avoir de la sensibilisation? Ça passe par les organismes communautaires? Comment fait-on? Moi, la proposition que j'ai faite au ministère, c'est lorsque on sélectionne un immigrant, un homme par exemple, et puis l'épouse doit aussi démontrer un attachement au marché du travail. Donc, il doit démontrer qu'il occupait aussi un emploi dans son pays d'origine et qu'il a peut-être un certain nombre d'années d'expérience. Donc, si la femme qui accompagne son mari ou l'inverse aussi, qui ne travaillait pas dans son pays d'origine, il ne faut pas s'attendre non plus à ce qu'elle travaille ici. Donc, la probabilité qu'il travaille serait très faible. Donc, peut-être on insiste. Un des facteurs sur lequel il faut insister, c'est l'éducation des personnes, des conjoints ou des conjointes. Parce qu'on a constaté quand même que plus les personnes... j'ai vu des taux des statistiques, c'est que
Quand la femme immigrante n'a aucun niveau d'études, aucun diplôme, le taux de participation au marché du travail, c'est quelque chose comme 24-25%. Mais quand le diplôme universitaire, ça peut aller jusqu'à 70-75%. Donc déjà, le fait d'avoir des conjointes qui sont scolarisées, ça nous assure qu'un grand pourcentage de ces femmes-là vont aller sur le marché du travail. Il y a aussi certaines femmes qui sont peut-être découragées par la situation sur le marché du travail. Donc il y a aussi le découragement des personnes qui cherchent, puis ne trouvent pas. Puis par la suite, ils arrêtent de chercher. Et ces personnes sont considérées comme des personnes inactives. Donc peut-être c'est la situation... Pardon? Inactive, oui. Le terme statistique, c'est inactive, donc qui passe sur le marché du travail. Mais si les conditions sur le marché du travail s'améliorent, probablement qu'on va attirer des personnes qui sont inactives sur le marché du travail. Parce qu'il faut le reconnaître aussi que le taux d'activité, même chez les hommes immigrants, le taux d'activité des hommes immigrants est le même presque que les hommes non immigrants, alors qu'il devrait être beaucoup plus élevé, parce qu'ils sont plus scolarisés. Donc, des immigrants plus scolarisés devraient être sur le marché du travail en pourcentage plus élevé que les non-immigrants, mais ce n'est pas ce qu'on observe dans la réalité. Donc, les taux sont comparables. Donc, il y a peut-être un phénomène de découragement qui s'installe chez les immigrants. Et si la situation sur le marché du travail s'améliore, on aura plus d'hommes et de femmes qui voudront chercher à travailler, qui vont contribuer dans ce cas-là au développement économique du Québec, et on peut aller chercher plus d'immigrants. Est-ce que vous observez une disponibilité d'emploi sur le marché du travail? Je pense que oui. Je pense qu'il y a une disponibilité, il y a des emplois qui sont là, mais qui ne sont pas toujours accessibles à certains groupes d'immigrants. Et puis, ils ne sont pas toujours accessibles en raison de la formation qui est requise ou en fonction de l'arrimage qu'on peut faire entre les besoins et le profil des immigrants? Donc, les raisons pourraient être multiples. Donc, ça peut être, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que l'employeur, le recruteur, n'est pas capable de dire si telle personne convient pour mon emploi. Parce que j'ai pas l'information qu'il faut sur son diplôme, parce que son expérience, ça me dit pas grand-chose, ou je suis pas capable de prendre une décision. Et certains employeurs pourraient considérer le recrutement comme une action risquée. Et donc, il évite de ne pas recruter la personne. Mais c'est certain que des personnes qui proviennent de marchés du travail différents, qui sont formées dans des systèmes éducatifs différents, pourraient avoir des lacunes ou des besoins de compléments de formation pour correspondre exactement aux besoins du marché du travail. Maintenant, qui devrait prendre en charge cette formation complémentaire? Qui devrait corriger la situation? Est-ce que c'est l'employeur ou le gouvernement ou l'immigrant lui-même? Maintenant, l'employeur, s'il trouve un non-immigrant qui est disponible, qui répond aux exigences des postes, il va le prendre. Donc ça lui coûte rien. De prendre une personne qui est prête que d'investir dans une personne qui n'est pas prête. Maintenant, l'immigrant, est-ce qu'il peut aller chercher une formation complémentaire? Est-ce que c'est le gouvernement qui va la payer ou c'est le travailleur qui va la payer? Donc ça, c'est des situations à discuter. Okay. Vous avez abordé aussi la question du nombre de diplômés québécois qui ont étudié dans des universités québécoises. À hauteur, je crois que vous avez avancé le chiffre de 130 000 diplômés annuellement, collèges et universités. Et par la suite, les néo-québécois qui se présentent au Québec et qui ont également un diplôme en poche, mais d'une université étrangère. Et donc, vous disiez, bien en fait, concrètement, ça fait en sorte qu'ils sont noyés dans la masse de disponibilité et les employeurs préfèrent se tourner vers les candidats qui ont étudié dans des universités québécoises. Sachant que la majorité de la tranche d'âge de la population des personnes immigrantes se situe en bas de 40 ans, est-ce qu'on n'est pas toujours confronté à cette difficulté-là pour les néo-québécois qui arrivent au Québec et qui souhaitent intégrer le marché du travail? Ils vont toujours se faire dire, écoutez, moi, je préfère avoir quelqu'un qui a un diplôme d'université canadienne. Comment est-ce qu'on fait pour contrer ce phénomène-là? Donc, c'est un peu normal que, je présume, que c'est ce que les employeurs font, mais je peux pas dire que c'est vrai ou non. Mais je présume que les employeurs vont aller plus avec des personnes qu'ils connaissent qu'avec des personnes qu'ils ne connaissent pas. Du réseau est important. Le réseau, mais aussi la formation. Okay? C'est la formation.
Donc, quand ils reçoivent des CV avec des appellations, j'ai étudié dans telle université, dans tel programme, voilà l'appellation, voilà la profession que j'avais, etc. Des fois, l'employeur pourrait être dans une situation où il n'est pas capable de porter un jugement objectif sur les qualifications du travailleur, alors qu'à côté, il y a quelqu'un qui a été formé à l'Université de Montréal, dans tel programme, je sais c'est quoi, j'ai déjà des personnes, où j'ai moi-même étudié dans cette université, je sais c'est quoi, donc pour moi, c'est plus facile d'aller avec quelqu'un que je connais bien, que je suis capable d'évaluer. Il faut aussi, ce qui est très important, c'est que dans certains cas, ça peut prendre un certain temps avant de porter un jugement sur un CV. Et moi, je pourrais vous dire, j'ai fait de la sélection des candidats étrangers pour des bourses au ministère de l'Éducation, et je regardais des CV et des demandes en provenant du Brésil, le Mexique, la Chine, s'il vous plaît. etc. Et c'est pas évident. Quand on a des candidats qui proviennent de pays différents, c'est très difficile de les départager. Merci. Je vous remercie pour l'apport aux travaux de la Commission et je vais suspendre quelques instants afin de permettre aux représentants de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain de prendre place.